Salut et bienvenue dans cette troisième partie du chapitre description des mouvements. Donc aujourd'hui nous allons finir de parler de la trajectoire et ensuite nous parlerons de la valeur de la vitesse. Concernant le point 2, comment comparer des mouvements rectilignes et circulaires, bon, c'est une petite expérience que tu peux essayer de réaliser à la maison puisque je ne suis pas là pour le moment. Nous allons parler maintenant des mouvements des objets du système solaire. Alors pour ça, eh bien, il y a, un logiciel de simulation, qu'on trouve sur, internet et que tu peux trouver si tu vas, sur le site, Nathan et que tu te rends à cet endroit-là, tu auras le lien, il suffit de cliquer dessus et je vais te le montrer, nous allons l'étudier ensemble. Alors les mouvements des objets du système solaire, eh bien chaque objet dans le système solaire, va décrire une trajectoire, donc il va se déplacer autour, de l'élément central qui est, notre étoile, c'est-à-dire le soleil. Eh bien ce mouvement qui est connu, depuis, toujours, puisque nous l'observons dans le ciel, il a été étudié en particulier par, un savant qui s'appelait Kepler. Et c'est lui le premier qui a compris que, en fait, les objets ne décrivent pas des cercles parfaits autour du soleil, mais décrivent ce qu'on appelle des ellipses, ce que nous avons vu dans, la partie 2. Nous allons nous rendre sur le logiciel de simulation et nous allons, prendre les points A, B, C, donc utiliser le logiciel, comparer la trajectoire de la Terre avec celle d'une comète. Alors une comète, je t'explique tout de suite ce que c'est. Eh bien, il se trouve que lors de la formation du système solaire, l'essentiel de la matière s'est condensé, c'est-à-dire s'est regroupé pour former le Soleil, et puis les petits restes qu'il y avait autour se sont regroupés pour former les planètes, mais aussi certains morceaux sont restés tout seuls dans l'espace. Alors ceux qui sont pas trop loin du Soleil forment ce qu'on appelle des astéroïdes, et ceux qui sont très éloignés et qui contiennent généralement de la glace forment des comètes. Donc une comète, c'est comme un astéroïde, c'est-à-dire un bloc, de roche, mais qui contient aussi de la glace. Et parfois, il se trouve qu'une comète peut se rapprocher du Soleil et à ce moment-là, l'eau qui est, dedans sous forme de glace va se vaporiser, directement. Enfin, en fait, elle va passer de l'état de solide à l'état de gaz, on dit qu'elle va se sublimer et ça fait une grande traînée qui peut être très longue, hein, qui peut faire des millions de kilomètres et ça nous permet de d'avoir, dans le ciel, de temps en temps, des très beaux objets que nous voyons, que nous appelons comètes. Et puis, petit c, nous allons voir si la trajectoire de la Terre autour du Soleil, ça ressemble plutôt à la partie de droite ou à la partie de gauche. Donc dans la version numérique, du livre, je vais cliquer sur le lien et voici donc, l'ensemble. Alors le point F, c'est ce qu'on appelle un foyer de l'ellipse et le point F', c'est le deuxième foyer de l'ellipse. Un des foyers est occupé par le Soleil. Alors cette image, est très trompeuse puisque, en l'occurrence, on a l'impression que le foyer F' est très loin du Soleil. Mais en fait, le Soleil est très grand et il est très lourd et le la conséquence de ça, c'est que le foyer, F', il est, très proche du foyer F, à l'intérieur du Soleil. Alors quand l'ellipse est très écrasée, on dit qu'il y a une grande ellipticité ou une grande excentricité et voilà ce qui se passe. Donc si je déplace le curseur ici, j'augmente l'ellipticité et l'excentricité et tu vois que l'ellipse s'écrase. Alors regarde bien l'objet qui tourne ici autour du soleil, donc par exemple une comète, voilà. Tu constates que quand il est au plus loin du soleil à l'aphélie, il va très lentement, et au contraire, quand il passe au périhélie, c'est-à-dire au plus près du soleil, il va beaucoup plus vite. Regarde bien, ça va accélérer, puis maintenant ça ralentit. Alors je prends la valeur pour la Terre, est-ce que ça ressemble à ça, la trajectoire de la Terre? Eh bien non. Si je regarde l'excentricité pour la Terre, je vois qu'elle est extrêmement faible, donc 0,017, c'est très faible, et donc on a une ellipse qui est très proche d'un cercle. On a un cercle parfait quand les 2 foyers F et F' sont l'un sur l'autre. Donc finalement, la Terre quand elle tourne autour du Soleil, elle décrit une ellipse qui est presque un cercle. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on a cru que c'était un cercle. Prenons, Eros, qui est un autre objet du système solaire. On voit qu'on a une ellipse, mais qui n'est pas encore très éloignée d'un cercle.
Prenons la fameuse comète de Halley qui a été repérée par Halley et qui passe tous les 76 ou 77 ans autour enfin près de la Terre, près du Soleil plutôt, donc où elle est bien visible. Là, on voit que c'est une ellipse qui est très écrasée. Donc, de temps en temps, elle passe près du Soleil, et puis ensuite elle s'éloigne, elle met 77 ans à faire un tour complet, et avant de repasser proche du Soleil. Quand elle est proche du Soleil, elle est visible, parce qu'une partie de la glace se sublime, et ça fait une traînée dans le ciel. Et quand elle est loin, elle est très froide, et on la voit pas du tout. Ou bien il faut utiliser des télescopes de très bonne qualité. Si tu veux un peu plus de détails sur ces différents points, tu peux te rendre directement au chapitre 13, la Terre dans le système solaire. Donc ce chapitre, je le connais très bien aussi, puisque c'est moi aussi qui l'ai écrit. Et donc, tu retrouveras un certain nombre d'informations, en particulier sur, la manière de dessiner une ellipse. Ici, au passage, une comète, la fameuse comète Hale-Bopp, que j'ai eu la chance de voir en 1986, longtemps avant ta naissance, et qui était magnifique. On l'a vue pendant plusieurs mois dans le ciel, pendant 18 mois. Et puis ici, la manière de tracer une ellipse. Ici. Donc tu pourras apprendre à le faire si tu as envie, tu verras, c'est très facile. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une ellipse? Eh bien, je prends 2 aiguilles, 2 punaises, j'attache une ficelle, donc ces 2 punaises, ça correspondra au foyer de l'ellipse, et puis ensuite, je tends la ficelle et je dessine avec un stylo ou un crayon en me déplaçant. Donc cette longueur-là va grandir, mais celle-ci va raccourcir et l'ensemble des 2 sera toujours à la même, longueur puisque la ficelle ne va pas s'étirer. Et donc l'ensemble des points que tu traces comme ceci, ça forme l'ellipse. Donc finalement, tu peux former soit l'ellipse comme ça, soit comme dans la partie 2, en coupant un cône en biais. À la page précédente, tu pourras observer les différentes représentations du système solaire, celles qu'on avait, il y a longtemps, dans l'Antiquité, en croyant que la Terre était au centre de l'univers, et puis celles qu'on connaît depuis, quelques siècles maintenant, où nous savons qu'en fait, le Soleil est au centre du système solaire et la Terre est en 3e position ici, avec la Lune qui tourne autour. Les échelles ne sont pas représentées, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est pour te montrer que là, on a dessiné des cercles parfaits. Il ne faut pas oublier qu'en vérité, ce sont des ellipses qui sont plus ou moins écrasées. Mais on l'a vu pour la Terre, c'est presque un cercle. Voilà, revenons, au chapitre sur le mouvement. Donc sur la page 46, il y a l'exemple du coup franc du footballeur. Donc, tu sais très bien que, sur cette image, je te le montre, un footballeur est capable, s'il est évidemment bon et entraîné, de marquer un but alors qu'il a un mur devant lui qui masque le but. Donc ça veut dire qu'il est capable d'imprimer une trajectoire au ballon, de manière à ce que celui-ci, au lieu d'aller en ligne droite, va, suivre une trajectoire qui est courbée. Donc comment est-ce qu'il fait? Eh bien je te propose une petite vidéo pour le comprendre. Les grands tireurs de coups francs, comme Platini, Beckham ou Juninho, impriment des trajectoires très particulières à leur ballon lorsqu'ils frappent de loin. Le ballon semble partir droit, hors du cadre, puis dévie d'un coup de sa trajectoire pour revenir vers le but. On parle de frappe banane. Quels sont les phénomènes physiques derrière ces frappes? Lors de la frappe, le joueur ne touche pas le ballon en plein centre, mais légèrement décalé. Il imprime à la balle une rotation sur elle-même. Il en résulte une surpression d'un côté et une dépression de l'autre. Le ballon est logiquement aspiré du côté de la dépression. Il dévie donc de sa trajectoire initiale pour revenir vers le but. Et voilà, maintenant tu sais comment il est possible de marquer un but avec un mur devant soi. Alors ce principe, c'est le même pour, les ailes d'avion, qui n'ont pas la même forme au-dessus et en dessous de l'aile. L'air va se déplacer à une vitesse différente, il va y avoir une différence de pression et ça va pousser l'aile dans une certaine direction. Et c'est ça qui permet aux avions, même s'ils sont très lourds, du moment qu'ils ont une vitesse suffisante, eh bien le mouvement d'air est suffisamment important pour que la différence de pression soit forte et soit capable de soulever l'avion. Par contre, si l'inclinaison de l'aile n'est pas la bonne, évidemment, ça se passe autrement. Ici, un exemple astronomique. Les pulsars, c'est comme une toupie. Alors quand on dit ça, il faut pas imaginer des grandes toupies dans l'espace, hein.
Un pulsar, c'est un objet, très grand avec une masse incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que, il va tourner sur lui-même à une vitesse énorme, 1000 tours par seconde, hein, pour un objet qui est très, très grand. Et donc, c'est un peu comparable à une toupie, qui est un objet qui est connu depuis 4000 ans. Un dernier point concernant la trajectoire, le poulpe. C'est ici pour te montrer que dans ce que nous fabriquons nous-mêmes, les humains, eh bien, on utilise les mêmes principes physiques évidemment que tous les êtres vivants puisque, ces principes physiques sont universels et on peut pas s'en échapper. Donc le poulpe va expulser de l'eau et va partir en sens inverse. Un peu comme quand tu as un ballon, gonflé, un petit ballon, de baudruche que tu gonfles et que tu le lâches, il va partir, dans le sens opposé à celui où l'air sort. Sauf qu'avec un ballon de baudruche, l'air ne sort pas bien droit et donc il part, dans n'importe quelle direction. Évidemment, pour un poulpe ou bien pour, une fusée, il est, plus important de bien contrôler la trajectoire, mais le principe est le même. Ici, petit rappel, on n'oublie pas de représenter l'échelle. Alors résumons ce que nous avons vu pour le moment. Dans la vidéo numéro 1, nous avons vu que le mouvement dépend de l'observateur et qu'il faut déterminer ce qu'on appelle le référentiel, c'est-à-dire l'endroit où l'on se place pour décrire le mouvement, sinon on ne voit pas la même chose. Je te rappelle l'exemple du manège. Quand tu es sur un manège ou quand tu es en dehors du manège, tu n'as pas la même description des mouvements. Dans la vidéo numéro 2, nous avons parlé de la trajectoire, avec deux grandes familles de trajectoires simples. Le mouvement rectiligne correspond à une trajectoire en ligne droite, le mouvement circulaire correspond à une trajectoire en arc de cercle. Attention au vocabulaire. Eh bien, nous allons voir maintenant le troisième point, la valeur de la vitesse. Commençons par un exemple sportif, la course de bobsleigh. Donc, bobsleigh, c'est une luge améliorée, qu'on peut diriger et donc qu'on retrouve, aux Jeux olympiques ici, aux Jeux olympiques, en Russie en 2014. Alors la question, pourquoi ces sportifs poussent-ils avec autant d'ardeur, c'est-à-dire autant d'énergie et de motivation, leur bobsleigh au départ de la course? Eh bien, il faut imaginer qu'au départ, le bobsleigh, il est à l'arrêt. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir mettre en mouvement. Il va falloir changer la vitesse qui vaut 0 au départ jusqu'à, une certaine vitesse, qui est la plus grande possible, évidemment, si on veut gagner la course. Les compétiteurs vont pousser leur bobsleigh et puis ils vont monter dedans et ensuite, ils vont descendre la piste de bobsleigh, c'est comme une sorte de piste de luge géante. Et si au moment où ils commencent à descendre, ils ont déjà une vitesse importante, eh bien, ils pourront évidemment être en avance sur leurs concurrents. Donc la première étape est une étape d'accélération, c'est-à-dire d'augmentation de la vitesse, qui part de 0 jusqu'à la vitesse atteinte au moment où ils montent dans le bobsleigh. Les humains ont développé, de nombreuses technologies qui leur permettent de se déplacer très vite. Mais qu'en est-il dans le monde animal? Eh bien, les humains, ne sont pas, très, très glorieux par rapport à beaucoup d'autres animaux. C'est-à-dire que sans notre technologie, on est bien inférieur à bon nombre d'animaux. Alors ici, on voit que sur Terre, c'est le fameux guépard qui se déplace le plus rapidement, mais sur des distances extrêmement courtes. Donc la vitesse officielle, homologuée, c'est 112 km/h, même si parfois on voit d'autres vitesses affichées. Il faut savoir que le guépard n'est capable de maintenir cette vitesse que sur une durée ou une distance extrêmement courte, une distance d'environ 400 mètres. Donc quand il essaye d'attraper, une gazelle ou une antilope, il faut qu'il le fasse très vite parce qu'il n'est pas capable de maintenir sa vitesse très longtemps. On peut voir qu'au niveau de l'animal, par rapport à d'autres félins, il est extrêmement léger, donc il est conçu pour aller vite, mais pas pour, être résistant très longtemps. Attention, point important, quand je dis «il est conçu pour», évidemment, je parle du fait qu'au cours, des temps, sur des millions et des millions d'années, ces êtres vivants se sont adaptés à leur environnement pour, optimiser, c'est-à-dire pour être le plus performant possible. En ce sens que ceux qui étaient moins performants, eh bien, sont morts de faim ou n'ont pas réussi à se reproduire et c'est les plus performants qui ont pu avoir une descendance, hein. Donc il ne s'agit pas d'imaginer qu'il y a, nécessairement un concepteur, pour, développer l'animal, hein. C'est une adaptation à son environnement. C'est ce qu'a expliqué monsieur Darwin dans la théorie de la sélection naturelle. Quand on parle de théorie en science, ce n'est pas juste une hypothèse, c'est quelque chose d'extrêmement documenté, de construit, hein. C'est pas, juste, une hypothèse fantaisiste.
Alors on voit que l'humain, lui, il est capable d'aller à 44 km/h pendant 3 ou 4 secondes, hein. C'est-à-dire que un coureur est capable de sprinter sur 100 mètres et il part avec une vitesse nulle, il accélère et c'est environ vers le 60 mètres qu'il atteint sa vitesse maximale et généralement, cette vitesse diminue quand il dépasse les 80 mètres. Voilà, donc Usain Bolt, recordman du monde du 100 mètres, atteint une vitesse de 44 km/h, au moment où il va le plus vite possible. Alors si on change d'élément, si on va dans l'eau, eh bien c'est l'espadon voilier qui est le plus rapide. Alors c'est assez extraordinaire parce qu'on voit que le record homologué est quasiment identique à celui du guépard. Tandis que se déplacer dans l'eau, c'est évidemment beaucoup plus difficile que se déplacer dans l'air. Donc respectivement, la performance la plus extraordinaire, c'est sans aucun doute celle de l'espadon, du voilier, hein, c'est une variété d'espadon. Pour finir, dans l'air, il faut faire la distinction entre un oiseau qui vole à l'horizontale et à ce moment-là, les vitesses, les plus grandes atteintes sont de l'ordre de 160 km/h, par le martinet indien en particulier. Et puis la vitesse la plus importante qui est obtenue, c'est par un rapace qui s'appelle le faucon pèlerin et lui, il a atteint une vitesse fantastique de 389 km/h. Donc là, c'est une vitesse en piqué, c'est-à-dire qu'il monte très haut en altitude et ensuite il se laisse tomber comme un caillou et donc il atteint cette vitesse en piqué. Mais ce n'est pas, grâce à la propulsion, aux muscles de ses ailes qu'il y arrive. Non, c'est en se laissant tomber en chute libre. On voit que la différence, de valeur est quand même significative. Je disais tout à l'heure que les humains ont développé beaucoup d'objets technologiques, donc voici un objet, ultramoderne, un vélo, mais un vélo de course contre la montre d'un cycliste professionnel. Eh bien, ça lui permet d'atteindre des vitesses qui sont beaucoup plus élevées que celles d'un humain qui irait à pied. La question posée ici, c'est, comment faire pour déterminer la valeur de la vitesse du cycliste? Eh bien, voyons, la situation. Si on nous dit qu'un cycliste a parcouru 25 kilomètres, eh bien, nous ne pouvons pas dire à quelle, vitesse il va. Pourquoi? Parce que 25 kilomètres, OK, nous connaissons la distance parcourue, mais nous ne savons pas s'il a mis, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 2 jours pour parcourir, cette distance. Donc nous ne pouvons pas dire à quelle vitesse il l'a fait. De la même manière, si nous disons que, un coureur, cycliste a mis 1 heure pour parcourir une certaine distance, mais que nous ne connaissons pas la distance, eh bien, nous ne connaissons pas sa vitesse non plus. Donc, pour connaître la vitesse ou la valeur de la vitesse, il faut savoir 2 choses. Il faut savoir la durée du parcours et il faut aussi connaître la distance parcourue. C'est pour ça que j'ai tracé ici un tableau. Alors, question petit b, le cycliste a parcouru 25 kilomètres en 30 minutes. Donc là, par contre, on peut avoir des informations plus précises. Voyons voir cela en détail. Donc nous allons compléter le tableau qui est ici. Donc la première chose à faire, c'est que nous avons 30 minutes et nous allons convertir 30 minutes en heures. Eh bien, nous savons que 30 minutes, c'est la même chose que une demi-heure, c'est-à-dire 0,5 heures, comme ceci. Quelle est la distance parcourue dans cette demi-heure, enfin pendant cette demi-heure? Eh bien, il s'agit de 25 kilomètres. Donc dans le tableau, en dessous de la demi-heure, c'est-à-dire 0,5 heures, nous allons rajouter la distance parcourue 25 kilomètres, comme ceci. Il nous reste maintenant à compléter la dernière case, c'est-à-dire que connaître la vitesse, c'est dire combien de kilomètres par heure a atteint le cycliste. Donc quand on dit des kilomètres par heure, ça veut dire en 1 heure. C'est pour ça que dans le tableau, il y a un 1 qui est placé ici. Eh bien, il va falloir trouver l'élément qui est ici. Nous avons tout simplement à faire un tableau de proportionnalité. Pour passer de 0,5 à 1, il va falloir multiplier par 2, comme ceci. Donc, de la même manière, pour passer de 25 au nombre que nous cherchons, eh bien, il va falloir multiplier par 2. Et nous obtenons 50 kilomètres parcourus en 1 heure. Donc, on va à la même vitesse lorsqu'on parcourt 25 kilomètres en 0,5 heures, c'est-à-dire en une demi-heure, ou si on parcourt 50 kilomètres en 1 heure, ou bien si on parcourait 100 kilomètres en 2 heures, et ainsi de suite. C'est l'intérêt du tableau de proportionnalité.
Donc répondons à la question petit d, quelle est la valeur de la vitesse du cycliste? La réponse est donc 50 km/h. Alors dans les derniers kilomètres de la course, le cycliste a accéléré. Donc que signifie le terme accélérer? Eh bien tout simplement augmenter la valeur de la vitesse. De la même manière, décélérer, c'est la même chose que ralentir, c'est-à-dire diminuer la valeur de la vitesse. Alors dans cet exemple, nous avons donné une vitesse en kilomètres par heure. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'unité usuelle, c'est-à-dire que c'est celle qu'on utilise au quotidien, mais ce n'est pas l'unité du physicien. Pour le physicien, la distance ne se mesure pas en kilomètres mais en mètres, et la durée ne se mesure pas en heures mais en secondes. Donc nous allons convertir les vitesses de kilomètres par heure en mètres par seconde. Et c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Dans l'exemple ici, on nous dit que le cycliste a parcouru les 500 derniers mètres en 30 secondes. Donc nous allons, de la même manière que tout à l'heure, compléter le tableau présent ici. Il va falloir trouver ici la distance parcourue en 1 seconde. Mais pour le moment, nous connaissons la distance parcourue en 30 secondes. Donc la première chose à faire, c'est qu'en dessous du 1 seconde qui est ici, nous allons mettre les 30 secondes. Donc 1 seconde, et dans la ligne durée du parcours, eh bien cette fois c'est 30 secondes. Comme ceci. Eh bien nous savons qu'en 30 secondes, la distance parcourue est de 500 mètres. Donc dans la colonne des 30 secondes, et dans la ligne des distances parcourues, nous allons avoir ici 500 mètres. 500 mètres ici. Eh bien, maintenant, pour connaître la vitesse en mètres par seconde, il va falloir trouver quelle est la distance parcourue en 1 seconde. Eh bien, pour passer de 30 à 1, il faut diviser 30 par 30, comme ceci. De la même manière, nous allons diviser 500 par 30. Nous obtenons avec la calculatrice 16,66666 et indéfiniment. Donc nous allons arrondir à 2 chiffres après la virgule, on arrondit au chiffre supérieur, donc 16,67 mètres parcourus en 1 seconde. Donc la vitesse du coureur cycliste, c'est 500 mètres en 30 secondes, ou bien 16,67 mètres par seconde. C'est ce que nous indiquons ici au petit g. Alors la question H, pourquoi les calculs effectués dans cette activité ne permettaient pas de vérifier que le cycliste a accéléré à la fin de la course? Eh bien, il s'agit en fait ici de ce qu'on appelle la vitesse moyenne. C'est-à-dire qu'on nous indique la durée totale du parcours, la distance totale du parcours. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir si pendant la course, le cycliste a accéléré ou ralenti. Donc il est tout à fait possible qu'il soit parti très lentement, et puis qu'ensuite il soit allé beaucoup plus vite, et puis qu'il ait de nouveau ralenti à la fin par exemple. Mais nous n'en savons rien puisque nous n'avons que 2 informations, c'est la distance totale parcourue et la durée totale du parcours. Nous obtenons ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc je te résume ça dans cette phrase ici. Lorsqu'on détermine la valeur de la vitesse en ne connaissant que la distance totale parcourue et la durée totale du parcours, on obtient la vitesse moyenne. Ça ne veut pas dire que la vitesse ne change pas en cours de route. Elle peut augmenter, à ce moment-là il y a accélération, ou bien elle peut diminuer. C'est ce qui est demandé dans la question petite i. Le cycliste a décéléré. À ce moment-là, décélérer veut dire que la vitesse a diminué. Cet exercice sur la valeur de la vitesse d'un cycliste est un exercice qui est difficile. Donc je te conseille vigoureusement de reprendre la vidéo plusieurs fois, de t'arrêter aux différents endroits, d'essayer de bien comprendre, de demander autour de toi, grand frère, grande sœur, copains, parents, jusqu'à ce que tu aies bien compris les différentes étapes et que tu sois capable de remplir les 2 tableaux présents ici. Ces 2 tableaux, sont bien maîtrisés quand tu sais ce qu'il faut mettre dans les lignes et quand tu sais utiliser un coefficient de proportionnalité dans le tableau de proportionnalité. Il est à noter qu'au lieu de passer d'une colonne à une autre, il est aussi possible de passer d'une ligne à une autre. Par exemple, ici, dans cet exemple-là, on voit que pour passer de 30 à 500,
il faut multiplier par la valeur 16,67. Ou bien on pourrait dire, je fais 500 divisé par 30 et je vois qu'il faut diviser 500 par 16,67 pour obtenir 30. Voilà, donc ces différentes possibilités, correspondent aux cours de mathématiques, hein, dont nous avons souvent besoin en physique, donc il faut que tu passes du temps là-dessus jusqu'à ce que tu aies bien compris. La physique a besoin des mathématiques, mais nous ne faisons pas que du calcul, la physique est d'abord basée sur la mesure, et donc sur les appareils de mesure. Donc on peut se poser la question, dans la pratique, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une vitesse? Eh bien ici, voici un exemple d'une course sportive. Eh bien, sur cette image, on voit la ligne d'arrivée. On voit que c'est, Shelly Ann Fraser-Pryce qui a remporté, la médaille d'or, aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Eh bien, c'est celle qui est passée en premier sur la ligne. Ici, au niveau des flèches rouges, là, ce petit détecteur noir et ici, ce sont des détecteurs qui sont mis en place, avec, un système qu'on appelle une cellule photoélectrique et qui permettent d'arrêter le chronomètre. Donc ça répond à la question petit 1. Alors pourquoi les sportifs penchent-elles le bus sur la ligne d'arrivée? Eh bien, tu vois que le détecteur a une certaine hauteur et donc c'est au moment où le détecteur, détecte que quelque chose passe devant qu'il arrête le chronomètre. Donc si c'est, un pied qui passe devant, ça passe en dessous du détecteur, ça ne sera pas détecté. Donc c'est au niveau du buste qu'il a été décidé que, on plaçait le détecteur. On aurait pu faire d'autres choix, mais c'est ce qui a été retenu. Donc les coureurs ici, les coureuses, hein, en l'occurrence, se penchent en avant de manière à ce que le buste passe en avant plus rapidement. Parce que sinon, il peut arriver que, un compétiteur, une compétitrice, ait passé les jambes avant, mais si elle a le buste en arrière, elle risque d'être battue par quelqu'un d'autre. Alors de quoi avons-nous besoin pour, déterminer une vitesse? Eh bien pour déterminer une vitesse, il faut faire un calcul à partir de la distance parcourue et de la durée du parcours. Mais pour trouver la distance parcourue, nous avons besoin de faire une mesure de longueur. Donc, est-ce qu'un télescope sert à quelque chose? Non. Un chronomètre? Non. Un appareil photo? Non. Des plots? Non. Un mètre, déroulable, un mètre ruban? Oui. Et un caméscope? Non. Donc, le bon objet, c'est celui-ci. C'est lui qui va nous permettre de mesurer la distance. Et puis nous avons besoin de faire une deuxième mesure, cette fois la mesure de la durée, et le bon objet, c'est le chronomètre. Donc si je résume, pour mesurer la durée du parcours, un chronomètre. Pour mesurer la distance parcourue, 1 mètre. Alors sur une piste d'athlétisme, c'est évidemment au moment où on construit la piste qu'on mesure avec une très grande précision la distance, de manière à ce que ça soit, la même pour tout le monde, hein, parce que s'il manque 2 centimètres, eh bien on les résultats peuvent être contestés puisque au lieu de 100 mètres, on va parcourir, par exemple, 99 mètres et 98 centimètres. Et puis une fois qu'on a fait les 2 mesures, eh bien, on fait un calcul qui nous permet d'obtenir la vitesse, à partir de la durée, du parcours et de la distance parcourue. Alors le protocole expérimental, eh bien, on peut se placer dans le couloir, dérouler le mètre ruban, indiquer le point de départ, le point d'arrivée, par exemple qu'on matérialise avec un plot. Et puis ensuite, au moment où, un élève, par exemple, marche ou court dans le couloir, on déclenche le chronomètre quand il passe devant le plot de départ, on arrête le chronomètre quand il passe devant le plot d'arrivée. Les valeurs de vitesse que l'on obtient, pour des humains, bah, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par heure. Eh bien, si on regarde ce qui se passe pour les planètes, on voit que les vitesses sont tout autres. Une planète ne se déplace pas à 50 kilomètres par heure, mais à 50 000 kilomètres par heure. D'accord? Donc, c'est des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants. Donc ici, je t'ai donné, l'ensemble des vitesses des différentes planètes, hein. Donc il faut savoir qu'il y a 8 planètes dans le système solaire, donc en partant depuis le Soleil, Mercure, la plus proche, ensuite, Vénus, qui est ici, ensuite Mars, ensuite, ensuite la Terre, bien sûr, ensuite Mars, ensuite Jupiter, puis Saturne, Uranus et enfin Neptune. Voilà, donc ici, elles ne sont pas, placées dans cet ordre. Ces valeurs de vitesse te paraissent-elles grandes ou petites par rapport à la vitesse d'une voiture? Donc une voiture, c'est de l'ordre de 100 km/h. Et ici, on est entre 50 et 100 000 km/h, donc c'est beaucoup plus grand. Alors je te laisserai classer les planètes par ordre de vitesse décroissant, et je te laisserai comparer à ce qui se passe page 272.
Tu peux faire un arrêt sur image et le faire. Bien, si tu regardes l'ordre des planètes que tu as pu faire à partir de leur vitesse, eh bien tu vas constater que c'est exactement le même ordre que l'ordre des planètes en s'éloignant du Soleil. C'est-à-dire que la planète la plus rapide est Mercure, suivie de Vénus puis de la Terre, et la planète la plus lente est Neptune. Donc on observe que plus une planète est loin du Soleil, plus elle se déplace lentement. Eh bien, le premier à avoir expliqué ça correctement, il s'agit de Kepler, le même que nous avons vu tout à l'heure, qui a compris le premier que les planètes décrivaient des ellipses. Ici, au passage, je te montre les tailles relatives, hein. Donc il faut savoir que dans le système solaire, le Soleil, qui est ici à gauche, là, c'est un monstre, hein. Un monstre colossal. À cette échelle, la Terre, c'est le petit Stoops qui est ici, là. D'accord. Et même Jupiter est ridicule à côté du Soleil. Jupiter qu'on retrouve ici à droite. Donc cette petite image ici, là, est agrandie là pour qu'on puisse voir les différentes planètes. On voit que la Terre, qui est ici, est une planète petite. Donc ici, nous avons les 4 premières planètes autour du Soleil, qu'on appelle planètes rocheuses. Elles sont très petites, dont la Terre, hein, qui est fait 12 000 km de diamètre, ce qui est déjà pas si mal que ça. Mais c'est très petit par rapport aux 4 planètes géantes, qu'on appelle aussi les planètes gazeuses. Jupiter étant la plus grande. Et l'ensemble de toutes ces planètes, c'est ridicule par rapport au Soleil. Le Soleil, il est 1000 fois plus lourd que l'ensemble de toutes les autres planètes. Voilà, au niveau des distances, on remarque aussi que plus on s'éloigne et plus la distance devient grande. Alors, on voit que entre Mars et Jupiter, bah, au début c'est très serré, et puis ça s'éloigne et ça s'éloigne encore. Eh bien ici, on a l'impression qu'il manque quelque chose entre Mars et Jupiter. Eh bien, il s'agit probablement qu'il y aurait pu y avoir une planète ici, mais elle n'a pas réussi à se former ou elle a été détruite lors de la formation du système solaire, et à la place, nous avons un grand nombre d'astéroïdes, ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Elle est représentée sur cette jolie image ici, qui n'est qu'une image. Donc cette image ne représente pas du tout la réalité du système solaire, c'est ce qu'on appelle une vue d'artiste. Les planètes sont alignées ici pour qu'on puisse toutes les voir sur la même image. On voit une ceinture d'astéroïdes, mais cette image ne correspond pas du tout à la réalité. Elle est faite pour montrer les différents objets du système solaire, qu'on a rangés pour les représenter tous sur la même image. Et déjà au niveau des détails, on voit que le Soleil n'est pas du tout représenté à la même taille, les distances entre les planètes ne sont pas respectées, leur position n'est pas respectée. Bref, ce n'est qu'une vue d'artiste pour pouvoir visualiser les différentes planètes. Au passage, tu vois que toutes les planètes géantes ont des anneaux, mais seule Saturne a des anneaux qu'on voit considérablement. Jupiter, Uranus, Neptune ont des anneaux qui en fait sont très très fins et qui ont été détectés très tardivement. Alors, si l'on revient sur sur la suite du chapitre, eh bien, c'est plus de la culture générale et pour le plaisir. Donc ici, Félix Baumgartner a sauté depuis 38 km d'altitude, donc c'était un exploit incroyable. Il y a une vidéo que tu peux visualiser. Le voici. Alors en vérité, ça s'est passé en quelques minutes, hein, donc ici c'est un montage vidéo. À l'atterrissage, évidemment, il a sorti un parachute pour pas s'écraser, hein. Voilà, ils étaient très contents puisqu'il a pulvérisé le record de vitesse atteint par un humain tout seul, 1137 km/h. Ici, eh bien, c'est moi qui ai choisi les illustrations, donc j'ai choisi de mettre Europa Park, hein, puisqu'on connaît tout ça, et donc peut-être que tu reconnais le Blue Fire sur lequel tu as passé des bons moments. Eh bien, sur ce Blue Fire, tu subis une accélération qui est plus importante que celle de la chute libre. C'est-à-dire qu'au départ, tu es propulsé à une vitesse qui est avec une accélération, pardon, qui est plus importante que celle de si tu sautais, depuis le haut d'un immeuble, ce que évidemment je te déconseille formellement de faire. Le résultat, c'est que tu atteins une vitesse de 100 km/h très rapidement, en 2,5 secondes. Et c'est ça qui procure des sensations, bien plaisantes. Et quand tu subis des accélérations importantes, ça peut provoquer, des sensations étranges dans le corps, en particulier le sang, va, refluer vers les pieds, dans certaines situations, ou vers la tête. Alors cette situation peut être dangereuse, en particulier pour les pilotes de chasse, puisque si tout le sang reflue vers les pieds, ben, le cerveau n'est plus bien irrigué en sang, et à ce moment-là, le risque c'est de tomber dans les pommes. En termes médicaux, on dit que tu as une syncope, donc
Tu tombes dans les pommes et évidemment, bah, le risque c'est de s'écraser puisque tu perds le contrôle de l'appareil. Donc pour éviter ça, on met des combinaisons anti-G, c'est-à-dire une combinaison qui va appuyer très fort sur les jambes, qui va écraser, temporairement les jambes, de manière à empêcher le sang de descendre trop dans le bas du corps et à ce que le cœur, d'une part et le cerveau, d'autre part, continuent à être bien irrigués. Alors concernant la suite, ben, c'est de la culture, donc je te laisserai regarder. Ici aussi, je te conseille, d'aller voir, le site que de simulation du mouvement et la présentation de plein d'appareils qui ont été développés depuis le début du 19e siècle, les ancêtres du cinéma, donc le tomatrope, le phénakitéscope, le zootrope, le praxinoscope et le cinéma, cinématographe, c'est son nom à l'origine. Alors si tu te rends sur le site qui est proposé là, donc soit en cliquant dessus, soit en le reprenant directement, en le recopiant et en le tapant dans la barre de ton navigateur, tu obtiens, le site suivant. Donc tu te retrouves ici et tu as, plein de choses à voir, donc que tu peux aller visiter. Prenons par exemple, l'œil et optique. Tu vas trouver des explications sur, l'œil. Si tu viens sur les jouets optiques, tu vas obtenir, ceux de la liste de tout à l'heure, par exemple le phénakitéscope avec une vidéo qui est proposée. Donc ce site est très intéressant et je t'encourage à y aller. Ici, tu as aussi des activités comme le light painting qui sont, très sympas à faire, donc ben, je te laisse découvrir les différents liens. Alors résumons ce que nous avons vu. Pour la description du mouvement, premièrement, le choix du référentiel, savoir depuis où on observe. Voici une situation classique, la situation du train qui passe, à vitesse réduite, à la gare. Si tu es, sur le quai et que tu regardes un train passer, tu vois les gens qui se déplacent en même temps que le train. Par exemple, cette, jeune femme, paraît en mouvement pour, ce jeune homme. Mais si tu changes de point de vue, si tu te mets à la place de cette jeune femme, que tu es dans le train, eh bien, le train autour de toi ne bouge pas. Par contre, tu vois, la personne, le jeune homme sur le quai, se déplacer en sens inverse. Qui a raison, qui a tort? Eh bien, tout le monde a raison. Chacun ne peut que décrire ce qu'il observe. Simplement, quand tu ne te places pas au même endroit pour observer, tu n'observes pas la même chose. Donc, si tu veux décrire le mouvement, la première chose à faire, c'est de dire de quel point de vue tu te places. Par exemple ici, je me place du point de vue du référentiel du quai. Ou bien ici, je me place du point de vue du référentiel du train. Une fois que tu as choisi le référentiel, tu peux décrire le mouvement. Alors, parmi tous les mouvements quelconques, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement, le mouvement rectiligne qui correspond à une trajectoire en ligne droite, et le mouvement circulaire qui correspond à une trajectoire en arc de cercle. Et puis, une fois qu'on passe à la vitesse, la valeur de la vitesse, eh bien, si tu as par exemple un skieur qui fait du ski de fond ici, il se déplace à une vitesse qui est constante, elle ne change pas au cours du temps. Donc quand une vitesse ne change pas au cours du temps, on dit que sa valeur, la valeur de la vitesse est constante. Par contre, si sa vitesse augmente, il accélère, si sa vitesse diminue, il décélère. Dans le bas de la page, tu as les mêmes informations, mais sous forme, de texte plutôt que sous forme d'image. On rappelle aussi que, concernant la valeur de la vitesse, il y a 2 unités de mesure possibles. Le kilomètre par heure, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure, ou bien le mètre par seconde, c'est-à-dire le nombre de mètres parcourus en 1 seconde. La valeur de la vitesse se mesure en physique en mètres par seconde, mais dans la vie courante, la vie de tous les jours, l'unité usuelle est le kilomètre par heure. Je rappelle que pour connaître la valeur de la vitesse d'un objet, pour la déterminer, il faut faire un calcul à partir de 2 grandeurs physiques que tu vas mesurer. Tu mesures la distance, tu mesures la durée du parcours, et ensuite tu fais un calcul pour obtenir la valeur de la vitesse. Voilà, j'espère que tout ça t'aidera, et puis maintenant il faut s'entraîner, il faut reprendre les différents passages de la vidéo, de ton livre, et ensuite il faut faire les exercices d'application. À bientôt!